Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, la mort de 3 casques bleus français tués accidentellement cet après-midi sur l'aéroport de Sarajevo. Toutes les polices américaines à la recherche d'un deuxième suspect dans l'attentat d'Oklahoma City. Bill Clinton se rendra sur place demain. Dans cette édition, la préparation du premier tour de l'élection présidentielle, les recherches désespérément infructueuses de l'armée sénégalaise en Casamance, pas de nouvelles des 4 touristes français. Et puis les demi-finales du championnat de France de rugby, victoire de Castres et de Toulouse à l'arraché. Tout de suite donc des précisions sur ce nouveau drame qui touche les casques bleus français en mission à Sarajevo. 3 d'entre eux ont été tués en milieu d'après-midi sur l'aéroport au moment où ils essayaient de désamorcer un engin. Écoutez le témoignage de Myriam Sochaki, la porte-parole de la Force de protection des Nations Unies à Sarajevo. Nous n'avons pas pour l'instant d'éléments précis, si ce n'est que cet après-midi, ces casques bleus français travaillaient sur la neutralisation d'une munition. Cette munition a explosé. Elle a fait, cette explosion, 3 morts et 4 blessés, dont 3 blessés graves. Nous avons une enquête en cours, une investigation en cours pour déterminer les conditions de cet accident. Ce n'est pas du tout la nature des munitions qui étaient manipulées à ce moment-là. Non, nous ne le savons pas pour l'instant et les personnes qui pourraient nous donner ces éléments sont malheureusement soit décédées, soit blessées. Et pour les 3 blessés graves, ces personnes ont été évacuées sur notre centre médical où elles sont opérées. Voilà donc pour ces premières précisions. Aux États-Unis maintenant, l'épouvantable décompte des victimes se poursuit à Oklahoma City. Le dernier bilan est de 78 morts après l'arrestation d'un premier suspect, un militant d'extrême droite. Les enquêteurs sont maintenant à la recherche d'un autre homme qui aurait participé à l'attentat. L'enquête sur place avec notre envoyé spécial Thierry Tuillier. Terry Nichols s'est livré à la police, étonné de se voir cité comme suspect par les médias. Depuis hier soir, il est interrogé à titre de témoin par le FBI. Pour Timothy McVeigh, en revanche, il y a déjà plus de certitude. Il est inculpé de destruction de bâtiment fédéral. Arrêté 1h30 après l'attentat pour un excès de vitesse, il aurait été libéré si un policier ne l'avait reconnu. Selon les enquêteurs, McVeigh est un ancien militaire proche de l'extrême droite qui aurait commis l'attentat pour se venger du gouvernement fédéral après le raid du FBI contre les Davidiens de Waco. Il se serait déclaré perturbé par la mort de quelques 80 disciples de la secte. Fait exceptionnel à la hauteur du traumatisme des derniers jours. C'est une séance de psychanalyse présidentielle depuis la Maison-Blanche qui a clos cette première série d'arrestations. Des enfants de fonctionnaires fédéraux étaient présents. Je veux que vous vous souveniez que vos parents, vos amis, votre famille vous aiment et feront tout pour prendre soin de vous et vous protéger. Vous pouvez être sûr que je n'aurai aucune hésitation. Les méchants qui ont commis ce crime seront trouvés et punis par la mort. L'enquête n'est pas terminée. La police cherche de nouveaux suspects dans tout le pays. Hier, le FBI a investi une maison où habitait le frère de Terry Nichols. Tous les deux auraient fait leur service militaire avec le suspect numéro 1 et appartiendraient à la milice dite du Michigan, un groupe paramilitaire hostile au gouvernement fédéral auquel les enquêteurs s'intéressent de très près, même si aujourd'hui, ses responsables nient toute implication dans l'attentat. Oui, cette milice du Michigan a été fondée l'année dernière par un pasteur. Elle entretenait des liens étroits avec la tristement célèbre secte de Waco. Et c'est avec fusils de chasse et armes de guerre que ces adeptes se disaient prêts à prendre le maquis. François Cornet. Ces milices de patriotes, comme ils se nomment eux-mêmes, ont fleuri dans une vingtaine d'États américains. Fondée l'an dernier par un pasteur baptiste, Norman Olson, la milice du Michigan à laquelle appartenait Timothy McVeigh, l'un des auteurs présumés de l'attentat d'Oklahoma City, avait condamné fermement l'assaut du FBI contre les Davidians de Waco. Maniaques de la gâchette, les patriotes sont les défenseurs de la suprématie blanche aux États-Unis. Paumés d'un prolétariat qui les a le plus souvent marginalisés, ils seraient 15 000 formellement embrigadés dans ces milices d'extrême droite. Ce qui les mobilise et les unit, leur haine d'un État fédéral qui ne répond plus, disent-ils, aux aspirations du peuple américain et qui entrave ce droit fondamental de tout citoyen, la possession d'une arme à feu. Alors ces frustrés du système jouent le week-end aux petits soldats. Cela ne semblait pas trop inquiéter jusqu'à ces derniers temps les Américains, et pourtant en écoutant leur chef du Michigan, l'ancien pasteur baptiste, il y avait quand même de bonnes raisons de s'inquiéter, même avant l'attentat d'Oklahoma.
Vous êtes la première colonne de libérateurs du pays. Vous et le Michigan allez donner le ton. Le peuple de ce pays attend de vous que vous donniez l'exemple, que vous soyez les premiers. Nous allons libérer l'Amérique. Les patriotes se vantaient jusqu'à hier d'être des citoyens ordinaires défendant les valeurs traditionnelles de l'Amérique. L'Amérique, elle, est horrifiée. Oui, le président américain Bill Clinton sera demain à Oklahoma City. Il a réaffirmé, vous venez de l'entendre, que les coupables seraient punis. Une façon de rassurer son pays, un pays en état de choc, surtout bien sûr à Oklahoma où nous retrouvons notre envoyé spécial Aubrey Adler. Son nom a fait rêver tous les aventuriers. Oklahoma City, symbole de la fortune et de la liberté. Passé l'époque de la ruée vers l'or et de l'épopée des pionniers, la ville est aujourd'hui un gros bourg somnolent, fier de ses puits de pétrole qui éclosent parfois au milieu de ses avenues centrales. C'est peut-être pour tout cela que l'attentat a provoqué ici, mais aussi dans le pays entier, une stupeur particulière. C'est le cœur de l'Amérique que l'on a visé, c'est le rêve accompli des hommes libres que l'on a terni. En organisant les secours et l'aide aux survivants, les autorités ont donc aussi pensé à réunir un bataillon de psychologues. Le professeur Eb Marrero a ainsi en charge près de 150 personnes, trop choquées, trop meurtries, pour affronter seules le souvenir du drame. Ces familles ressentent un grand sentiment de frustration. Elles ont tenu le coup grâce à l'espoir, mais le temps passe et l'espoir diminue. Aujourd'hui, chacun commence à réaliser qu'il ne reverra peut-être plus jamais l'être aimé. Ici, on s'attend à voir ce genre d'attentat à Los Angeles ou à New York. Nous nous sommes toujours sentis si protégés dans ce cœur de l'Amérique. Il faut aussi venir en aide à ceux qui ont tout perdu, leur appartement ou leur maison, soufflés par la force impressionnante de l'explosion. Plus habitués à secourir le tiers-monde, des organisations privées comme Feed the Children ont appris en quelques heures à servir leur propre communauté. Le problème que nous avons ici, c'est que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir besoin d'aide et se persuadent qu'ils s'en sortiront tout seuls. Répondant aux appels des organisations caritatives, la population, souvent des petites gens de la région, vient offrir tout ce qui peut faire défaut aux familles démunies. À Oklahoma City, la solidarité est une discipline héritée du temps de la conquête de l'Ouest. Et le choc risque d'être plus grand encore si la culpabilité du suspect arrêté se confirme. Les habitants d'Oklahoma City devront avoir la force d'affronter les faits. Le meurtrier n'est pas un étranger manipulé par des forces lointaines et obscures, mais un homme ordinaire, un Américain comme eux, du Middle West. Oui, nous retrouvons Thierry Tullier en direct de Washington. Avec Thierry, un point sur l'enquête, ce deuxième suspect, après qui courent toutes les polices des États-Unis finalement. On a des précisions ? Oui, le deuxième suspect en question est tout simplement celui dont le portrait robot a été largement diffusé depuis 48 heures. Il n'est toujours pas identifié, mais les enquêteurs ont précisé qu'il était armé et donc dangereux. D'autre part, on vient d'apprendre que le FBI était à la recherche de 4 nouveaux suspects, sans plus de détails pour le moment. L'enquête s'orientant avec quasiment maintenant une certitude vers les milieux d'extrême droite. Alors Bill Clinton, on le disait, sera demain à Oklahoma City. Il assistera, je crois, à un service religieux. Est-ce que l'émotion, 3 jours après, commence d'une certaine manière à retomber ou est-ce qu'elle est toujours aussi forte ? Non, l'émotion est aussi grande et on le comprend puisque l'attentat d'Oklahoma City n'a pas d'équivalent dans l'histoire des États-Unis. L'Amérique a surtout découvert que des Américains pouvaient perpétrer contre leurs propres compatriotes de tels actes. Oklahoma City laissera, c'est sûr, de profondes traces dans la psychologie américaine et déjà une majorité réclame davantage de lois sécuritaires. Et il semble que Bill Clinton, qui a multiplié les déclarations saluées pour leur fermeté, soit sur la même longueur d'onde. Merci beaucoup Thierry pour ces informations. En France maintenant, à quelques heures du premier tour de l'élection présidentielle, silence des 9 candidats. Ils ont passé la journée à se reposer et à consulter leurs proches en attendant le verdict des 40 119 201 électeurs inscrits. Les bureaux de vote seront ouverts dès 8 h demain matin jusqu'à 18 h, voire 20 h dans les grandes villes. L'élection présidentielle, c'est toujours un rituel dans le petit village de Goulier en Ariège. Reportage d'Isabelle Delion et Olivier Combe. Goulier, 1100 mètres d'altitude. À l'aube, il faisait -5. Dans ce village ariégeois, la bonne tenue des élections tiendra d'abord à la bonne marche du poêle à mazout. Il n'a pas pris, c'était, oui. Les gens ne restent pas, ils viennent pour voter, ils s'en vont. Mais les gens, non, mais nous, oui. Nous, on y passe la journée. Ce matin, ils se sont retrouvés une dizaine pour tout mettre en place, conseillers municipaux ou amis du maire. Moi, c'est la première fois que je vote à Goulier. Donc, c'est un investissement encore plus intéressant, parce que c'est ici, c'est la vie de famille.
Tout le monde participe. Par contre, j'ai l'éponge qui n'est plus assez mouillée pour enlever la poussière. En 2 temps 3 mouvements, on installe l'isoloir, fabriqué artisanalement par un menuisier du coin. Une pièce unique, ça suffit pour les 134 inscrits. Des fois, il y a 2-3 personnes qui attendent, mais ça permet aux gens de discuter avec nous pendant que l'autre passe à l'isoloir. Petit moment solennel quand arrive l'urne. Aujourd'hui, elle sert à transporter les bulletins de vote fournis par la préfecture, les enveloppes comptées, une par électeur et pas plus, les listes électorales remises à jour. On va étaler toutes les pièces obligatoires à mettre sur la table, qui sont énumérées par les instructions préfectorales, qui sont précises. Vous avez révisé votre cours, entre guillemets, avant cette élection? Eh bien, écoutez, ce serait être prétentieux d'arriver comme ça, quand même. C'est sûr qu'on est obligé de regarder. À l'ouverture du bureau, l'urne vide sera fermée avec 2 cadenas remis aux assesseurs. Bon, dites les amis, demain, ceux qui auront les cadenas et les clés, sérieux, et ne vous perdez pas dans la nature. Voilà, tout est prêt à Goulier. Rendez-vous demain à 8 h. Et que ce soit à Goulier, en Ariège ou dans toutes les villes de France, l'urne électorale sera demain au centre de toutes les convoitises. Au fil des scrutins, cette urne a beaucoup changé. C'est le thème de la chronique historique d'Hervé Brusiti. L'urne, quoi de plus banal? Mais à y regarder de plus près, d'origine funéraire, elle est sacrée et pacifique. Nos grands anciens utilisèrent d'abord cartons à chapeau, bassines ou soupières, comme ici. Mais avec l'avènement du suffrage universel en 1848, on l'a voulu fiable. Gare au double fond, aux ouvertures en catimini. À bas la fraude. Pour l'urne inviolable, les inventeurs rivalisèrent d'imagination. Et comment faire entrer dans la boîte à bulletins non plus 240 000 voix, mais 9 millions? Comment les compter? Selon l'Académie des sciences, il faudrait 354 jours. Solution arithmétique, la multiplication des urnes. Depuis, l'appel aux urnes est devenu appel à visiter une machine à compter les voix. Une machine d'autant plus indispensable qu'elle délivre un verdict, le verdict des urnes. Voilà, tout est prêt donc, et à partir de 19 h demain, autour de Daniel Bilalian et Bruno Mazur, notre rédaction vous fera vivre en direct cette soirée électorale du premier tour de l'élection présidentielle, avec un dispositif sans précédent que nous présente Olivier Lenuzza. Pour un journaliste, les élections présidentielles, c'est le pied. Oui, Olivier, dis-moi, répétition dans 5 minutes sur le studio 40 pour l'élection présidentielle. Et c'est parti. Jean-Luc Manot, quels sont les mots d'ordre pour cette soirée? Créativité, rigueur, priorité absolue à l'événement en direct, les plaisirs d'informer. Pas la peine de m'attendre, merci pour l'ascenseur. Heureusement, restent les marches, un petit 45 fillettes pour accéder au 40, le studio de la soirée présidentielle. Les journalistes sont déjà présents, à droite Albert Duroy, à gauche Alain Duhamel qui apprécie le décor. Formidable, si seulement les journalistes pouvaient aussi bien que le décor, ça serait une soirée inouïe. Les présentateurs vedettes, eux, se concentrent, alors prêts? Oui, prêts, presque. À présent, prenons de la hauteur pour voir l'envers du décor. Dimanche, 250 personnes de France 2 seront sur le pont, dont une centaine de journalistes. Des envoyés spéciaux répartis dans toute la France, des correspondants à Londres et à l'étranger. On voit bien Mazur qui lance QG Chirac. Merci beaucoup. Lui, c'est le réalisateur, stoïque. Qui passe dans les champs des caméras? Les invités présents sur le plateau pourront communiquer avec la France entière. 40 micros et 23 liaisons extérieures. Ça promet. Bon, on verra bien dimanche. Rendez-vous donc demain à partir de 19 h. Le décor est planté. Voilà, nous revenons maintenant à l'actualité internationale. En Casamance, l'armée sénégalaise a une nouvelle fois ratissé aujourd'hui la région où les 4 touristes français ont disparu depuis maintenant 16 jours. Officiellement, aucun indice, aucune trace. Dans les villages traversés par les enquêteurs, des villages qui depuis de longs mois semblent vivre sous l'influence des rebelles, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Thierry Curté et Dominique Merlin. Le long de la frontière avec la Guinée, il reste des villages qui n'ont pas été abandonnés, mais ils ont dû apprendre à vivre avec la rébellion. Une journée durant, l'instituteur de Carounat a fait son cours avec le son des canons de l'artillerie sénégalaise. Le ratissage continue. Les petits ont été renvoyés chez eux. Les grands, eux, sont restés. J'ai jugé prudent de maintenir ces grands. Comme vous les avez vus, c'est des grands. Bon, et on peut, dans la confusion, les confondre aux autres. Aux autres que l'armée cherche. Ceux que l'armée cherche. Ici, on évite soigneusement le mot rebelle. Les opérations militaires, qui ne sont pas terminées, n'ont pour l'instant pas permis de retrouver la trace des Français. Mais elles ont chassé les indépendantistes.
L'armée compte 2 morts, on ne connaît pas le nombre de victimes dans l'autre camp. Mais les villageois, eux, n'ont qu'une certitude, les rebelles reviendront. Pourtant, ce mouvement casamançais est profondément divisé, déstructuré même. Nous avons pu rencontrer l'un des 2 chefs historiques. Sidi Badji était sergent dans les tirailleurs sénégalais. C'est le leader du Front Nord. Il a signé la paix en 91. Il est depuis protégé par Dakar. 3 policiers assistent à notre entretien. Il rejette la responsabilité de l'enlèvement. Le leader du Front Sud, le plus actif, est lui en résidence surveillée ici en Casamance. Pas même le droit de filmer sa maison. Il a lui aussi nié toute implication du mouvement, mais il est dépassé par sa base, qui est pourchassée par l'armée et qui est elle aussi divisée, donc incontrôlable. Dans cet imbroglio, le leader du Front Sud affirme hier dans un communiqué que c'est désormais l'armée sénégalaise qui détient les 4 Français. Cette information, ce communiqué, est totalement démenti aussi bien par les autorités civiles que militaires. En fait, malgré l'offensive de l'armée et l'opération de ratissage, nous n'avons toujours aucune certitude quant au sort des 4 touristes français disparus il y a maintenant 16 jours. Toujours en Afrique, mais au Rwanda, un nouveau massacre dans un camp de Kibeo, situé dans le sud-ouest du pays. Au même endroit, une trentaine de réfugiés avaient été tués au début de la semaine. L'armée rwandaise soupçonne la population de ce camp d'abriter des soldats rebelles qui prépareraient une offensive contre le gouvernement de Kigali. Isabelle Bechler. À nouveau, ils sont agglutinés, apeurés, sans abri. Les Hutus qui avaient fui l'avancée de l'armée FPR il y a 1 an après avoir perpétré le génocide étaient 100 000 dans le camp de Kibeo, dans l'ancienne zone turquoise française. Ils ont dû quitter leur case faite d'arceaux de bambou et de bâches plastiques quand l'armée gouvernementale de Kigali est venue démanteler le camp. Certains Hutus ont voulu désarmer des soldats Tutsis. La situation a dégénéré. Il n'y a personne qui peut aller chercher de l'eau, personne ne peut aller à la toilette. Vous voyez, il pleut, on ne mange pas. Maintenant, c'est la mort ici. Hier, les soldats sont venus, ils ont tiré sur les déplacés. C'est le massacre. On a eu plus de 30 morts ici. Ce samedi matin encore, une centaine de Hutus auraient trouvé la mort, dans les bousculades de la panique, mais aussi sous les balles du FPR. La Croix-Rouge, elle, va jusqu'à évoquer 1000 victimes. L'autorité rwandaise nie évidemment que cette violence ait été délibérée. Je suppose qu'il y a eu des réactions violentes de la part des gens du camp. L'armée, je pense, a dû riposter en légitime défense. Et nous regrettons beaucoup que des habitants du camp aient été tués. Tout ce que nous demandons, c'est que cette opération puisse se poursuivre dans le calme. Mais à Kibeo, c'est plutôt la panique qui est à l'ordre du jour et les conditions sanitaires sont si précaires que plusieurs milliers d'occupants du camp se seraient remis en route à travers les collines vers l'intérieur du Rwanda. En Russie, où l'on célébrera en grande pompe le 50e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945, une photo célèbre ressort des tiroirs, le drapeau de l'Union soviétique flottant à Berlin, en Allemagne, sur le Reichstag. Une photo symbole dont l'auteur est depuis longtemps oublié. Pourtant, à l'image de son document, le destin de ce photographe est assez incroyable. L'histoire est racontée à Moscou par Dominique Derda et Jean-François Bernigo. Dans l'unique pièce de son appartement, Yevgeny Khaldei vit au milieu de ses archives avec 100 francs de retraite par mois. Il est l'un des plus grands photographes russes de sa génération. Ses photos de la Seconde Guerre mondiale sont dans tous les livres d'histoire. Mais depuis peu, Evgeny a décidé de ne plus se servir de son appareil. Non pas parce qu'à 79 ans, sa vue aurait baissé, non, pour des raisons morales. Je ne peux plus rien photographier. C'est cette guerre en Tchétchénie qui m'en empêche, alors qu'on s'apprête à fêter le 50e anniversaire de la victoire sur le fascisme. Je me souviens à quel point la guerre que j'ai vécue était triste et horrible. Je me souviens de ces femmes et de leurs enfants qui s'enfuyaient en courant des villes russes bombardées. C'est pour cela que désormais je ne peux plus rien photographier. Sa photo la plus célèbre, c'est à Berlin aux dernières heures de la guerre qu'Evgeny Khaldei va la prendre. Avant son départ de Moscou, son meilleur ami, le tailleur Israël Kishitzer, lui a offert en cadeau un drapeau de l'Union soviétique. Tiens, a-t-il dit, tu l'accrocheras à Berlin. Le 2 mai au matin, Evgeny Khaldei parvient aux abords du Reichstag. J'ai sorti le drapeau de ma veste, des soldats l'ont vu et ils m'ont dit « Lieutenant, allons-y, allons le mettre sur le toit du Reichstag ». Et les voilà partis à l'assaut du Parlement. Comme un metteur en scène, le photographe dirige ses figurants, il leur indique où poser avec leur étendard. Il cherche le meilleur cadrage et choisit celui-ci.
Le drapeau rouge flotte sur Berlin en ruine. La photo paraîtra à la une de la Pravda et des journaux du monde entier. Vous vous rendez compte? C'est un tailleur juif qui a cousu le drapeau que j'ai porté jusque là-haut. Hitler, de son vivant, ne risquait pas d'imaginer une chose pareille. La guerre terminée, Yevgeny Khaldaï rentre à Moscou. L'euphorie de la victoire, la joie des retrouvailles pour lui ne dureront pas bien longtemps. Comme son ami le tailleur, Yevgeny est juif. De sa photo du Reichstag, l'histoire officielle ne retiendra que le nom des soldats, Yegorov et Kantaria. Ils seront faits héros de l'Union soviétique. Lui sera remercié d'une toute autre façon. En 1948 a commencé ce que l'on a appelé la lutte contre le cosmopolitisme, c'est-à-dire contre les juifs, et aussi contre ceux soupçonnés d'avoir eu des contacts avec le maréchal Tito. Tout cela m'est tombé dessus. On m'a viré du service photo de l'agence TASS, et pendant 2 ans, je suis resté au chômage. Voilà, c'est tout. Yevgeny Khaldaï n'assistera pas aux cérémonies du 50e anniversaire de la victoire. Il préfère rester seul et se plonger au plus profond de ses souvenirs. On vote en France demain, on votera également en Italie pour des élections régionales, un scrutin suivi à la loupe par tous les observateurs, car Silvio Berlusconi, encore lui, considère l'élection comme un test national. À Rome, Alain de Chalon. Les Italiens sont appelés à élire leurs conseils généraux. Et s'il n'y avait pas en prime l'élection de quelques grands-maires, comme ceux de Florence que l'on voit ici, Bologne ou Bari, où l'ancien maire est en prison, il n'y aurait là rien de vraiment passionnant. Pourtant, la campagne a été acharnée. Berlusconi, en particulier, a multiplié les spots sur ses 3 chaînes de télévision. Son parti, Forza Italia, a sillonné le pays à bord d'autocars. C'est que l'ancien président du Conseil, qui n'a jamais digéré son éviction du pouvoir, entend faire de ces élections locales un test national. Il répète, à qui veut bien l'entendre, que le gouvernement Dini, gouvernement technique, n'a aucune légitimité et qu'il faut donc retourner d'urgence aux urnes. Le président de la République, Scalfaro, qui a seul le pouvoir de dissoudre le Parlement, a jusqu'à présent toujours refusé. Mais pourra-t-il continuer si Berlusconi et ses alliés de l'Alliance nationale obtiennent un grand succès à ces élections régionales? Il a déjà admis qu'il devrait en tirer les conséquences, ce qui pourrait donc ouvrir la voie à des élections législatives à la rentrée. D'après les derniers sondages qui remontent à il y a 3 semaines avant qu'il ne soit interdit, le pôle de la liberté, la coalition pro-berlusconienne, avait 52,3% des voix. Il faut dire que Berlusconi et ses amis ont sorti tous les arguments, y compris les plus agréables à regarder. L'actualité sportive maintenant, Toulouse-Castres, ce sera la finale du championnat de France de rugby dans 15 jours au Parc des Princes. Castres s'est défait de Toulon sans marquer d'essai. Toulouse a arraché à Bourgoin une victoire dans les toutes dernières minutes. Résumé des 2 rencontres avec Christophe Duchiron. Œil pour œil, coup pour coup, corps à corps et face à face, entre Toulouse et Bourgoin sur le terrain, on est inséparables. Oh bien sûr, à la mi-temps, Toulouse mène 6-0. Un drop de Christophe Dello et une pénalité d'Emile Ntamak. Oui, mais à Bourgoin, au repos, il y a le discours et la méthode. Il faut les jouer, ne les attendez pas. Ne les attendez pas. On va avoir du ballon, on va les jouer. À Bourgoin, les joueurs écoutent l'entraîneur. La preuve, dès la reprise, on passe à l'attaque. On passe à la vitesse supérieure, on joue et Fabre va inscrire le premier essai du match. Et c'est transformé plus une pénalité. Bourgoin mène vite 10-9. C'est peut-être frappant pour certains, mais Bourgoin va faire la course en tête jusqu'à la dernière minute. Il reste une poignée de secondes à jouer. Dello pour le drop de la dernière chance. Au bout de la godasse, il y a une finale à Paris au Parc des Princes. Le ballon s'envole, c'est à côté. Mais Emile Ntamak a bien suivi. Il profite du rebond. Il aplatit. À Toulouse, le paradis. Reste à savoir si Ntamak n'a pas commis un léger en avant juste avant d'aplatir. Malgré le ralenti, ça reste à prouver. Score final 16-10. Au rouge et noir, la victoire et le bonheur. À Bourgoin, dans le vestiaire, il y a des yeux qui pleurent. Dans l'autre demi-finale, quand Castres met la marche avant, il y a du dégât dans l'air. Un ballon bien libéré par le paquet d'avant et Francis Ruy, 35 ans, toutes ses dents, est toujours aussi adroit. À ce moment-là du match, Castres mène 9-0. À Castres, il n'y a pas de coup de pied au but qui se perdent. Prenez Cyril Savy. Savy son œuvre, 4 pénalités, 12 points de marqués, ça va suffire pour éliminer les Toulonnais. Malgré un essai d'Alarcon à la dernière minute, un essai qui sauve l'honneur, mais pas le match. 18-13, les Bleus et Blancs ont gagné leur billet pour la finale. Ils ont gagné le droit d'être heureux. Pour Toulon, c'est autre chose.
Et puis au tournoi de tennis de Nice, la finale opposera demain le Russe Kafelnikov au Suisse Marc Rosset. Enfin, dans la Coupe de la Fédération, épreuve féminine, la France et l'Afrique du Sud sont à égalité, 2 points partout. Cet après-midi, Marie Pierce a perdu contre la Sud-Africaine Amanda Kutzer. Les deux équipes disputent en ce moment même un double qui sera décisif. Un double événement au Châtelet à Paris, un double événement qui n'est pas sportif. Cela se passe jusqu'au 29 avril avec Fidelio, l'unique opéra de Beethoven. C'est aussi la réapparition dans la capitale du chef d'orchestre Daniel Barenboim. Reportage de Thierry et Patrick Foy. L'œil noir de Barenboim, c'est un regard d'aigle qui vérifie tout pendant l'ultime répétition de Fidelio, unique opéra écrit par Beethoven en 1805. Tenue de ville et pas seulement dans la salle, sur scène aussi. Choix du metteur en scène Stefan Braunschweig, 30 ans. Mais le vrai patron, c'est Barenboim. De sa main, il impose aux autres l'exigence qu'il s'inflige à lui-même. Décor glacial, regard distancié pour une musique passionnée qui en annonce bien d'autres. Ça n'a aucun moment de divertissement superficiel, comme était souvent le cas au XVIIIe siècle. Et c'est ça c'est pour ça que c'est le précurseur de Wagner et donc de Loulou, de Wozzeck, etc. La voix de Catherine Malfitano pour sauver son mari de la prison. À l'opéra aussi, c'est beau l'amour conjugal. Mais le personnage principal, c'est elle. Cette trompette, c'est-à-dire la musique, toutes les musiques. Voilà, et dans un autre genre musical, un autre retour très attendu lui aussi, celui d'Eric Clapton pour 2 soirs au Palais Omnisport de Bercy à Paris. Le guitariste-chanteur qu'ont rencontré Éric Perrin et Daniel Lévy. Dans les années 60, ses fans recouvraient les murs de Londres de graffitis profession de foi. Clapton is God, Clapton est Dieu, la légende était née. À 50 ans, le plus célèbre des guitar-héros est toujours au sommet et il remplit les Bercy comme d'autres vont à la chasse aux escargots. Pour son dernier album, Eric Clapton fait un retour aux sources de sa musique, le blues. Authentique et pur, celui de ses maîtres Muddy Waters ou Robert Johnson. Écoutez bien, les dieux savent aussi faire preuve d'humilité. Dans mon cas, il faut beaucoup de travail, de discipline pour chanter du blues. Mais prenez n'importe quel chanteur noir du Mississippi, tout ça lui vient sans même y penser. Et pour commencer son concert, après un... Bonsoir. Et, au diable l'avarice, un petit... Eric fait un autre retour aux sources au début de sa carrière solo, 1974, Motherless Child. Hier soir, certains de ses fans ont vu, paraît-il, la prophétie se réaliser. Il est vrai que le concert fut tout simplement, comment dire, divin.
Voilà, c'est avec Clapton que nous refermons cette édition. Juste après la météo d'Isabelle Martinet, Nagui, pour N'oubliez pas votre brosse à dents. Le dernier journal sera présenté par Philippe Lefebvre vers 1h moins le quart. Demain, je vous retrouverai à 13h pour une édition un tout petit peu plus longue que d'habitude, avec le point complet du déroulement du premier tour de l'élection présidentielle. Et je vous le rappelle, à partir de 19h, la grande soirée électorale de la rédaction de France 2. Je vous souhaite une très bonne soirée.